Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. C'est la deuxième grande table ronde en termes d'invités de ce salon Alternative Auto. Je ne vais peut-être pas vous présenter tous au début pour ne pas être trop long, mais je vais annoncer les thèmes clés que vous représentez. Autour de Fabien Bagnon, qui s'occupe notamment des voies lyonnaises de Lyon-Parc Auto, donc qui est aux clés, au cœur de ce développement du vélo, de la vélogistique. Mais on parlera aussi de véhicules intermédiaires, ni vélo, ni voiture. Et on parlera aussi, ce qui est très intéressant quand même, parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et on en a deux représentants ici, des filières régionales de fabrication autour du vélo. On voit même aujourd'hui des acteurs historiques de la voiture, qu'ils soient sous-traitants ou distributeurs, se rapprocher des acteurs du vélo pour se diversifier, que ce soit pour fabriquer des pièces ou pour commercialiser les vélos. Alors, je vais donner la parole d'abord à Fabien Bagnon, parce que vous êtes un petit peu l'élu responsable de tout ça, et d'ailleurs, vous êtes très souvent la cible de critiques, parce qu'on vous reproche, tout comme Jean-Charles Colas ce matin, de vouloir mettre tout le monde en voiture électrique. Vous, on vous reproche de vouloir mettre tout le monde à vélo. Alors, est-ce que c'est votre ambition? Quelle est votre stratégie au niveau de la métropole de Lyon? Comment elle se structure? Oui, merci pour votre invitation. Non, l'objectif, c'est pas de mettre tout le monde à vélo ou tout le monde à un certain mode de déplacement. C'est bien de diversifier les modes de déplacement sur la métropole pour que chacun finalement puisse choisir en fonction de son besoin de mobilité le bon outil de mobilité et avec effectivement un objectif quand même assumé qui est de réduire la place de la voiture dans la métropole parce que même si dès lors qu'on bouge les lignes, qu'on induit des changements, il y a des réactions, mais finalement et moi ça a été quelque part une découverte en allant sur le territoire à la rencontre des 59 maires en début de mandat, c'est que globalement... Vous y êtes allé Alors à vélo, et tout à fait, ouais, j'ai tenu à le faire, déjà pour vraiment parfaire... Certains vous ont proposé de vous ramener en voiture peut-être? Certains m'ont proposé de faire des tours de communes en voiture. Il faut dire qu'il y a quand même des communes assez étendues. Non, j'ai souhaité aussi y aller à vélo pour bien parfaire ma connaissance du territoire, voir la faisabilité et puis la combinaison des modes, parce que j'ai utilisé évidemment le vélo à assistance électrique, le vélo plus le train, le TER, et le vélo plus le tram-train. Mais ça m'a permis donc d'écouter ces maires. Et la première demande sur les questions de voirie, alors il y avait de gros besoins d'alternatives en termes de déplacement, mais le gros besoin en termes de voirie, c'est l'apaisement de la voirie. En gros, dans telle rue, il y a trop de voitures, elles roulent trop vite, mes concitoyens demandent de faire quelque chose. Voilà. Et globalement, une demande générale de moins de voitures allant moins vite. Et voilà, donc en élu, on cherche à y répondre. La seule façon d'y répondre, c'est que globalement, il y a un usage plus raisonnable, plus rationnel de la voiture, moindre, pour répondre à cette demande globale. L'intérêt, pour arriver à cette réduction de l'utilisation de la voiture, il faut proposer des alternatives. Alors il y a deux leviers. C'est proposer des alternatives. Donc là, on est sur du moyen long terme, mais c'est aussi engager un changement d'ores et déjà, puisqu'on sait très bien qu'il y a une part importante de déplacements de moins de 3 km qui sont faits en voiture. Ça varie de 30 à plus de 50%. Donc déjà, il y a un potentiel de report extrêmement important à offre globale, mais là, à offre constante, je veux dire. Et puis, il y a le fait de développer des alternatives. Donc, pour répondre à votre question qu'est-ce qu'apporte et quelle politique mène la métropole de Lyon, on a une volonté extrêmement forte sur le vélo, incarnée par le réseau des voies lyonnaises. Donc, ce grand réseau de 12 lignes, de 250 km d'aménagement cyclable qui va desservir en 2026 40 communes sur 59. Voilà, donc qui va vraiment changer la question de la mobilité à vélo, à la fois pour les particuliers, mais également pour
la cyclo-logistique qui se développe fortement, donc également pour le transport de marchandises, pour les artisans à vélo, on commence à en avoir de plus en plus. Voilà, et donc un nouveau réseau, puisqu'on vend vraiment les voies lyonnaises comme un nouveau réseau oui, de c'est pas transport. une simple bande qu'on ajoute sur un réseau existant, voilà. C'est un réseau structurant. Voilà, structurant, avec des voies séparées évidemment du trafic automobile, des voies larges, idéalement 4 mètres, et un réseau complet, un réseau maillé qui à la fin du mandat, permettra de se déplacer sur tout le territoire. Et c'est vrai que ça a fait, ce projet fait globalement consensus, parce que pour des élus qui sont en attente de solutions de mobilité et des concitoyens qui se plaignent au quotidien parce qu'ils sont entravés, ils ont des difficultés de mobilité, c'est sûr que de réaliser un réseau sur un mandat, on a une grande volonté sur les transports en commun. On va apporter 3 lignes de tramway, une ligne de bus à haut niveau de service. Voilà, mais ça va compléter le réseau existant. Les voies lyonnaises, ça va être un nouveau réseau sur un mandat, donc qui va apporter vraiment des facilités de déplacement à moyen terme. Nicolas Lemley, vous êtes un exemple de transition, parce que vous avez connu concessionnaire auto hybride. Vous êtes lancé à l'écomobilité en commercialisant à la fois des 2 roues vélo, scooter, moto, et vous conseillez aussi parfois les collectivités territoriales pour leur transition. Donc vous assistez au phénomène que décrivait Fabien Bagnon. Alors pour le vélo, il est vrai qu'aujourd'hui il y a un impact fort au niveau de la communauté urbaine de Lyon. Par contre, on va dire que la transition a fait que moi j'ai ouvert une brèche peut-être plus importante sur la mobilité dite électrique des 2 roues motorisées, c'est-à-dire la catégorie ce qu'on appelle 50 cm3 et 125, puisque c'est aujourd'hui ce qui prend de plus en plus en ville. Et à ce sujet-là, moi je fais pour des marques et des importateurs aujourd'hui des analyses de marché sur toute la France, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui malheureusement il y a des endroits où ça a extrêmement bien pris, on va dire le 2 roues motorisé, alors qu'à Lyon probablement un effort fort sur le vélo, probablement sur les trajets de transport en commun, le 2 roues motorisé, ce qui amène quand même de la fluidité au niveau de l'électrique et beaucoup moins de nuisances au niveau du bruit, a été, je ne vais pas dire un petit peu oublié, mais on n'est pas aujourd'hui à l'équivalent de certaines villes qui sont les villes ou du bord de la Côte d'Azur, où là, effectivement, ça a extrêmement bien pris, ou à Paris, où là, il y a eu une politique très forte sur le 2 roues motorisé électrique qui amène beaucoup moins de nuisances au niveau du bruit et qui ont, on va dire, une notion de conduite beaucoup moins stressante que du 2 roues classique thermique habituel. Et là, malheureusement, aujourd'hui, probablement, on a un petit manque et on a un trou qui n'est pas tout à fait comblé, parce que ça, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui va amener de la tranquillité dans la ville. Fabien Bagnon, il y a un trou dans la raquette entre le vélo et la voiture sur ces 2 roues qu'on a du mal à définir parce qu'ils sont motorisés mais électriques. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, voilà, mais à partir du moment où ils sont électriques, parce que le vrai sujet des 2 roues motorisées, c'est quand même les nuisances sonores. Il y a aussi une question de stationnement. Et d'accidentologie. Et d'accidentologie, oui, tout à fait, vous avez raison de le citer. Voilà, donc nous, on ne met pas cette mobilité en avant. Par contre, c'est sûr qu'on a tout à gagner à remplacer les 2 roues motorisées thermiques et bruyants par des électriques. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, et puis vous avez peut-être noté que sur les parkings... notamment du centre-ville, on avait prévu d'augmenter le nombre de places, plus 1050 places, qui est quand même assez important pour les 2 roues motorisées, et ça permettra de stocker ces 2 roues motorisées électriques. Alors, hors compte, vous avez vous-même au niveau de l'AVER que vous allez présenter, parce que ça fait partie des associations un petit peu pionnières de l'électrique et incontournable. Vous avez aussi une vision donc un peu globale de ce développement de l'écomobilité qui s'est accéléré ces dernières années, et vous êtes aussi en charge en particulier d'un domaine. Je vous laisse un petit peu décliner déjà l'AVER, qu'est-ce que c'est, parce qu'elle est très connue du monde de l'écomobilité, mais pas forcément de tout le monde.
Bonjour, donc je m'appelle Aurore Comte, moi je travaille pour une association donc, qui s'appelle l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi j'interviens sur le territoire de la région. Notre rôle c'est de fédérer les acteurs de la mobilité électrique sur le territoire régional, d'organiser des rencontres pour parler des nouveaux textes, de la législation, etc. Et puis nous portons également un programme de formation qui s'appelle Advenir Formation. Porté par l'AVER France, financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un programme de formation qui s'adresse à 3 cibles, qui sont les collectivités, les syndics de copropriété sur comment installer des bornes de recharge en habitat collectif, et puis les étudiants. Donc voilà, on s'occupe de ce programme-là sur la région. Donc moi je suis AVER Auvergne-Rhône-Alpes, je ne suis pas l'AVER France. Au-dessus de nous, il y a l'AVER France, qui est une association de promotion de la mobilité électrique. Donc vous constatez le même engouement, développement, et est-ce que les 2 roues électriques, ce qu'on a compris, ce qui remplace les scooters et les motos thermiques, est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? Est-ce que les acteurs historiques de l'écomobilité s'en sont désintéressés? Alors, il existe un baromètre au niveau de l'AVER France du nombre d'immatriculations de voitures électriques, d'utilitaires, mais c'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y a pas de baromètre sur les motos ou les vélos électriques. D'ailleurs, on vient de franchir le cap, l'objectif qui était d'avoir 1 million de véhicules électriques en circulation en 2022. C'est un cap qui a été franchi en octobre. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de baromètre sur le moto-vélo. Par contre, moi, ce que j'explique bien à chaque fois en formation, c'est que la voiture électrique, ce n'est pas une solution magique qui va régler tous nos problèmes. Notre objectif, c'est bien de baisser nos émissions de CO2. Et d'abord, il va falloir qu'on réfléchisse à nos déplacements. Est-ce qu'on est tout le temps obligé de se déplacer pour faire ce qu'on a à faire ? On voit que les visios, le télétravail se développent. Ensuite, quand on doit se déplacer, est-ce qu'on peut y aller en mode doux? Est-ce qu'on peut y aller à pied et en vélo? Et c'est ce que j'explique en formation aussi aux collectivités, c'est de faire en sorte que les trottoirs, les pistes cyclables soient suffisamment accessibles pour qu'on n'ait pas peur de les emprunter. Donc la voie dédiée, très bien. Ensuite, est-ce que quand on ne peut pas y aller en mode doux, est-ce qu'on peut y aller en transport en commun? Est-ce qu'il y a des solutions de covoiturage, d'autopartage? Puisque le but, c'est d'arrêter d'être tout seul dans sa voiture pour faire les mêmes 15 km que son voisin tous les jours pour aller sur le même lieu de travail. Et puis quand on est en zone plus rurale, qu'on a moins accès à ces services, seulement à ce moment-là, la voiture électrique peut être une solution. Et la question à se poser, c'est quel type de véhicule utiliser pour avoir le moins d'impact possible. Et là, en termes d'émissions de CO2, la voiture électrique peut être une solution. Mais avant, effectivement, il va falloir réfléchir à se déplacer à pied, se déplacer en vélo, en transport en commun. Et ces formations, vous avez quel public et quel est le niveau, on va dire, de sensibilité? Finalement, on a parlé ce matin de la sensibilité de l'information dans le grand public. Est-ce que dans ces collectivités locales, est-ce que le message de l'écomobilité est mieux passé? Est-ce qu'ils tombent de l'armoire quand on leur parle de ZFE? Non, alors donc moi j'interviens sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai que c'est une région assez dynamique sur la thématique de la mobilité électrique. Donc tout le monde connaît l'acronyme déjà ZFE. C'est ce que c'est une ZFE? Non, c'est plutôt sur la cible des syndics de copropriété. Merci. Sur la cible des syndics de copropriété où là le sujet c'est un peu plus complexe parce que pour eux c'est un caillou dans la chaussure de comment mettre en place des bornes de recharge en habitat collectif. Donc c'est sur cette cible-là qu'il y a le plus de travail à faire. Les collectivités, j'ai l'impression que les agents sont plutôt informés sur le sujet. Alors qu'en habitat collectif, c'est plus compliqué. Donc d'où le fait de mettre en place ce programme de formation. Alors vous avez parlé à plusieurs reprises de filières régionales et on en a plusieurs acteurs ici et c'est quand même très intéressant. Je donne la parole à Vincent Monat de Cara Mobility. Expliquer un petit peu l'historique, puisque c'est justement en début d'année que se sont rassemblés les acteurs historiques de l'automobile et des 2 roues, enfin des vélos. La mobilité active, effectivement, oui. Donc, Cara est un pôle de compétitivité autour du transport. Et quand on parle de transport, on parle des mobilités. Et je parle des mobilités avec un grand S à la fin. Et effectivement, c'est le regroupement historique d'un cluster qui s'appelait Mobilité active et durable, qui était un cluster autour... Le MAD. Le MAD, effectivement, le bien nommé au milieu de la crise du Covid, qui est né effectivement de la dynamique d'un certain nombre d'entrepreneurs autour du vélo principalement. Après, il y a tout un écosystème des mobilités qui s'est regroupé autour. Et effectivement, en début d'année 2022, Cara, activité de la métropole et l'impulsion de la métropole et de la région, a fait le choix de regrouper les différentes filières de mobilité. Donc aujourd'hui, c'est
sur les filières du transport automobile, transport par câble, transport ferré, transport mobilité active, transport sur les poids lourds aussi. Bref, c'est tout un écosystème des mobilités. On parle des ZFE. C'est un système où ça nous demande de rentrer en collaboration, en coopération autour des problématiques de mobilité à l'échelle d'un territoire comme la métropole de Lyon, pour pouvoir délivrer à la fois des services professionnels et à la fois des services auprès des particuliers. Donc c'est un peu plus de 350 entreprises de la région qui sont regroupées avec en point de mire, en point de phare en tout cas, le Grand Plateau qui regroupe pas mal d'acteurs de la mobilité active sur Villeurbanne, qui est un lieu d'expérimentation, un lieu d'incubation presque de ces startups et petites entreprises qui travaillent sur la mobilité active, qui permettent de réfléchir, de rentrer en synergie, de proposer des projets interfilières aussi, qui vont mettre le lien avec la mobilité dont on a évoqué sur le scooter électrique ou la moto électrique, le véhicule électrique, en complément effectivement du dernier kilomètre, ou en tout cas avec le vélo électrique et la livraison, on le verra peut-être tout à l'heure avec tout en vélo. Alors, vous parlez d'acteurs régionaux, donc on va voir ça avec Jérôme Mortal, parce que c'est quand même extrêmement impressionnant, c'est qu'on refabrique des vélos dans la région, et en plus, vous avez corsé la difficulté avec un nouveau procédé, en plus, ce que vous allez un petit peu nous expliquer. Vous en êtes au tout début, mais vous avez déjà, j'ai visité votre site de production, franchi un certain nombre d'étapes, donc on imagine aussi qu'il y a l'aspect décarbonation des modes de transport, mais aussi des filières qui vont créer des emplois. J'ai vu que votre personnel vos collaborateurs sont assez jeunes, donc c'est une aventure qui démarre. Il y a aussi sur Lyon EOVolt qui assemble des vélos. Vous les fabriquez avec un procédé qui vous est propre, donc il y a une triple aventure. Comment tout ça est parti? Vous avez travaillé, je crois, au début avec Valeo. Expliquez-nous un petit peu, resituez-nous tout ça. Bonjour, merci pour l'invitation, Lionel. Ultima Mobility, dont on est en train de parler, petite société qui a été créée en novembre 2021. 3 associés, on est 4 même maintenant, je vais dire. Vanessa Lavabre, Didier Ménéché, un investisseur, et Brice Epailly, un concepteur de vélo depuis une dizaine d'années, vélo français, et moi-même. L'idée du projet était la suivante, c'était de partir sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'était qu'est-ce qu'on fait pour finalement adresser la mobilité? Quel type de produit il faut qu'on amène sur le marché pour finalement faire des vélos? Alors on a commencé par le vélo, mais on n'a pas l'intention de faire que des vélos. Mais qu'est-ce qu'on doit apporter à nos produits pour que finalement des gens qui n'ont jamais fait de vélo se sentent à l'aise sur un vélo? Donc ça c'est notre premier pilier, c'est un produit qui est vraiment au centre du besoin client, c'est-à-dire vraiment bien comprendre finalement les problématiques du client et les freins à l'adoption. Et comment on traite ces freins à l'adoption en y apportant des solutions techniques fiables, éprouvées et qui réellement adressent le problème. Donc je vais donner 2 exemples, juste pour que les gens comprennent. La plupart des vélos électriques, ils sont finalement pas si maniables que ça, assez difficiles à emmener. Quand on regarde finalement un certain nombre de critères qui font que le vélo électrique il est un peu complexe, c'est qu'il est lourd. Donc, une des premières choses qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on adresse, c'est de faire un vélo électrique avec plus de 100 km d'autonomie. On va parler d'énergie dans la batterie, 650 Wh de batterie, avec un vélo qui fait moins de 20 kg. Parce que le poids-puissance, le rapport poids-puissance joue sous l'autonomie, c'est mécanique. Et la maniabilité, le facile à mettre sur un porte-vélo, le facile à manipuler, le facile à déplacer. Donc ce vélo qu'on veut d'ailleurs aussi compatible pour une personne d'1m40 jusqu'à une personne d'1m90. Quand on fait 1m40, quand on déplace un objet de 26 kg, c'est à peu près le poids des vélos électriques. C'est pas rien, quoi. Quand on fait 40 kg, c'est pas simple de déplacer 26 kg. Donc c'est ces problématiques-là qu'il fallait qu'on résolve. Donc ça c'est le produit. D'autres choses aussi qu'on a mis, on a mis ce fameux moteur Valeo qui est fabriqué en France, qui a la beauté et l'élégance d'être fabriqué en France à Saint-Quentin-Falavier, à côté de chez nous, là. Avec beaucoup de composants qui viennent d'autres endroits de France, mais qui sont français. Donc c'est très sympa. Ce moteur, il a une boîte de vitesse intégrée. Et la boîte de vitesse intégrée, elle permet de remplacer le dérailleur historique. Et elle permet surtout pour l'utilisateur d'oublier toutes ces problématiques de changement de vitesse, de changement de niveau d'assistance, etc.
C'est comme quand j'ai conduit une voiture automatique et je reviens à une boîte manuelle, je dis mais finalement, À quoi ça sert? pourquoi on me demande de faire tout ça alors que tout peut marcher tout seul? Donc, un produit vraiment qui adresse les problématiques clients, et on n'est pas les seuls à le faire, mais on a voulu mettre tout le package dans le même produit. Ensuite, une localisation, et là c'est quelque chose auquel on était très attachés, Brice et Pailly et moi-même, les deux piliers techniques de la société, c'est de dire est-ce qu'on sait faire un vélo 100% français? C'était ça notre cible. Donc aujourd'hui on est à 98% européen et on est à 90% fabriqué en France. Et on a des collègues qui font des choses très bien aussi au niveau voiture. Donc c'est faisable. Par contre, on est dans une industrie qui avait un signal faible il y a quelques temps et qui était boudée par les gros industriels. Donc il a fallu convaincre, il a fallu se battre. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur une vague et que cette industrie est portée. Donc il a fallu convaincre des industriels de repartir. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites, vous prétendez que vous allez pouvoir faire un cadre aluminium soudé en France au prix d'un cadre taïwanais qui coûte 120 balles, c'est pas possible. Donc en fait, c'est comment vous mettez l'innovation au service de la localisation. J'aime bien cette phrase, elle sonne bien. Mais c'est ça, c'est de dire finalement, il faut mettre de l'innovation, de la technologie. Donc nous, on a mélangé du carbone dans une matrice plastique, polyamide, et on l'injecte. Ça nous permet de faire un cadre qui coûte à peu près, en prix de revient, 110 balles, brut, comme ça, sans y mettre de la logistique, quoi que ce soit. Et donc, on est capable de faire des cadres à toutes les 3 minutes, un cadre fabriqué à Chalon-sur-Saône au prix d'un cadre made in Taïwan. Et ça, c'est le secret de Ultima dans notre premier produit. Du coup, après, on sait l'assembler à Saint-Priest et vous avez un produit qui est dans une supply chain ou une chaîne logistique très courte qui est assemblé dans la région Rhône-Alpes. La troisième vertu, le troisième pilier d'Ultima Mobility, finalement, c'est la somme des deux premiers. C'est que vu que vous faites un produit un peu modulaire à la carte qui répond à beaucoup de besoins clients et que vous êtes capable de le faire très vite avec une chaîne logistique très courte, et ben vous dites à vos clients, on ne va pas vous pousser des milliers de vélos dans les magasins et se dire au magasin, débrouille-toi pour vendre les vélos taille M rouge parce que j'ai que ça à te livrer. On va dire, viens dans le magasin, vois un vélo de démonstration, essaye-le, construis ta configuration avec ton vendeur sur le site et 15 jours après, on te le livre. On te livre ce que tu as voulu. Et du coup, on est aussi, si on parle éco-responsabilité et chaîne de valeur, on embellit tout le process, quoi. Donc c'est un peu c'est notre organisation, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Alors on en bave, hein, on est un bébé, on est au début, on rame, on a des grandes rames. On est bien soutenu, la région nous a soutenus, sinon est venu. Cara nous a fait rencontrer des partenaires, on discute beaucoup on est en train de créer un groupe de travail sur les cadres Made in France. En fait, il y a plein de choses qui naissent de ça. On est très ouvert vers l'extérieur et nos partenaires autour de nous. Donc ça crée un cercle vertueux qui fait que je suis convaincu que le vélo 100% Made in France, dans quelques mois, on y sera. Fabien Bernon, vous avez visité déjà Ultima Mobility, vous comptez le faire? On lance une invitation aujourd'hui? L'invitation est déjà lancée. Vous y allez à vélo, hein? Bien sûr. Ouais. Je ne sais pas s'il fonctionne, si c'est bon, ça sera mieux. Voilà, mais en tout cas, ce que ça raconte, c'est que derrière la question du déplacement à vélo, qui a été pendant longtemps observé avec une certaine condescendance, il y a une vraie question économique, une vraie filière autour du vélo qui est en train de renaître, hein, et puis qui prend une dimension nationale, hein, puisqu'il y a eu les états généraux des filières vélo, il me semble, il y a la semaine dernière, hein, ou il y a 10 jours, ouais, 10 jours maintenant. Voilà, donc on voit une grande dynamique de ce côté-là, et bien sûr la métropole de Lyon souhaite que cette dynamique qui est au niveau national soit particulièrement forte sur son territoire. On avait parlé en début de mandat de capitale française du vélo, enfin capitale économique française du vélo. Voilà, notre ambition est extrêmement forte, parce qu'il n'y a pas que l'enjeu de la mobilité, il n'y a pas que l'enjeu du bien-être et de la qualité de vie, il y a aussi celui de l'économie, des emplois, de la relocalisation. Et c'est important que la France redevienne un grand pays du vélo. Alors justement, on va élargir, parce qu'on a quelqu'un qui a bien voulu venir de ces montagnes, entre guillemets, et qui est un phénomène à lui tout seul, parce qu'il lance un vélo, la cocotte, et une voiture, mais pas tout à fait, un véhicule intermédiaire. Donc là, on entre encore dans un autre sujet.
avec un certain nombre d'innovations. Donc, c'est un consortium. Donc, vous, c'est Arthur Allemand, Savoie International. Oui. Mais derrière, c'est toute la vallée de l'Arve, des industries peut-être qui étaient aussi dans l'automobile, même qu'ils sont toujours pour certaines. Oui. Donc, est-ce qu'on est transition, innovation Alors, on est dans un processus même de mutation. En fait, on a créé un consortium avec d'autres industriels qui travaillent dans l'aéronautique, qui travaillent dans la défense, dans l'automobile. Et nous, on voulait adresser toutes les problématiques de micromobilité. Donc la micromobilité, ça va de 0 à 50 km à peu près. Et dans cette gamme, on a une trottinette qui est fabriquée en France, trottinette électrique. On a un vélo électrique qui est aussi assistance électrique et avec une boîte de vitesse qu'on a développée en interne. Et puis on a aussi développé la bagnole, qui est une voiture électrique mais ultra légère, qui fait 350 kg, qui n'est pas sous la norme voiture, qui est sous la norme quadricycle, donc comme les véhicules sans permis ou des Renault Twizy par exemple. Et on permet, en ayant une voiture ultra légère, d'avoir déjà une consommation beaucoup plus faible, mais aussi d'avoir un véhicule qui est beaucoup plus abordable. Et ces 3 produits de micromobilité, on les fabrique en France, en Haute-Savoie. Alors, un petit focus sur ces fameux véhicules intermédiaires. On parlait de trou dans la raquette pour les 2 roues motorisées électriques. Mais alors là, le trou dans la raquette, il est énorme parce que j'ai testé. La majorité des gens, on l'a sur le salon, ce véhicule, on nous dit c'est quoi. Voilà, elle est mignonne, sympathique, mais vraiment, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et quand on parle de véhicules intermédiaires, là, on a l'impression qu'on invente une catégorie, pourtant qui est très officielle. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est entre combien et combien de kilos? Est-ce qu'il y a plusieurs véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qu'on connaît? Alors en fait, donc nous on est sous la norme L6E et L7E. Donc L6E, c'est le véhicule sans permis qui roule à 45 km/h. Donc c'est vraiment le véhicule sans permis classique. Et puis on a la norme L7E où là on est sur un quadricycle lourd qui peut rouler jusqu'à 90 km/h dans les faits et donc couvre tout un panorama de possibilités en termes de mobilité. Et nous, ce qu'on va retrouver en fait dans nos typologies de clients, on va avoir des particuliers qui s'en servent pour les trajets du quotidien, pour faire 10, 15, 20 km, mais qui ne veulent pas utiliser une grosse voiture pour réaliser ces déplacements. Et puis on va retrouver aussi des professionnels qui peuvent s'en servir pour accéder aux ZFE, mais qui peuvent aussi s'en servir comme un outil de com ou comme un moyen de déplacement qui est nettement moins onéreux qu'un véhicule électrique traditionnel. Hors compte, ces véhicules intermédiaires, vous allez me dire il n'y a pas de baromètre de l'Aver, mais ça fait quand même partie des solutions. Il n'y a pas de baromètre, mais c'est une super solution puisque la moyenne des kilomètres parcourus par les Français, c'est 29 km par jour et 80% font moins de 50 km par jour. Donc on voit bien que ce type de véhicule suffit largement pour l'usage quotidien. Et on sait que plus une batterie est lourde, plus elle va gréver l'autonomie, plus elle va être gourmande en matières premières. Donc plus on aura des batteries qui correspondent vraiment à l'usage quotidien, mieux ce sera pour tout le monde. Donc c'est très bien. Et donc pour répondre à la question du poids, sur ces véhicules, maximum on doit être à 500 kg. Nous sur la bagnole, c'est un véhicule qui fait 350 kg batterie incluse. Donc c'est très léger. Fabien Bagnon, est-ce qu'il y a une place pour ces véhicules intermédiaires? L'autre jour, vous pensiez avoir trouvé la réponse, mais ça dépend quand même la taille de l'essieu. Oui, ça dépend effectivement de la largeur de ces véhicules et puis bon, de la réglementation. Mais en tout cas, voilà, les voies lyonnaises, on les a aussi conçues, comme je disais, pour la cyclo-logistique. Donc, en gros, pour des gabarits de vélo cargo, on voit que ça se développe fortement. On en voit de plus en plus dans les rues de Lyon et plus largement de la métropole de Lyon. Donc, il y a aussi une capacité des nouveaux aménagements cyclables à accueillir de nouveaux usages. Et je pense, alors c'est vrai que c'est un sujet que je connais moins, mais ces véhicules intermédiaires sont appelés à se développer, parce qu'il y a une logique de toute façon de sobriété. L'énergie va coûter de plus en plus cher, ça c'est tout à fait inéluctable, que ça soit du pétrole ou de l'électricité, et donc on a une logique à vraiment adapter le moyen de transport aux besoins de transport, à la charge utile à déplacer. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de diversité dans les prochaines années en termes de moyens de déplacement. Alors on avait éventuellement prévu, je ne sais pas si tu as la lien avec City Transformer, ou si ça fonctionne. Tu me fais signe, Franck. C'est un véhicule un peu particulier qui est développé par une start-up israélienne. En fait, les essieux se déploient pour rouler à une certaine vitesse. Ils se replient
pour se faufiler en ville. Donc si ça marche, on l'interroge. J'espère qu'il y a des anglophones parmi vous. Mais non, c'est pas grave. Donc ça fait partie de toutes ces solutions un petit peu, on va dire, la vidéo. Bon, on va la montrer 10 secondes et vous allez nous dire ce que vous en pensez. S'il fait partie des solutions d'avenir, vous avez un retour par là, ou vous pouvez la voir par là. C'est très court. Pas sur le retour. Si. Voilà, je crois qu'on a compris le principe. Arthur Allemand, ça vous inspire quoi, cette innovation? Vous la connaissiez? Ouais, on les avait rencontrés justement au Mondial de l'Auto où ils ont exposé. C'est vraiment une solution qui est dédiée pour le coup pour les villes. Et c'est de l'autopartage et il y a plein de choses à faire dans ce secteur. C'est vrai que nous, on se positionne pas trop sur ce créneau-là. Mais en termes d'innovation, vous trouvez ça astucieux? Ouais, bien sûr, c'est astucieux. Après, il faut voir dans les faits comment ça se concrétise. Voilà, c'est le concept, on va dire. Fabien Bagnon sera à sa place à Lyon, ce genre de véhicule, hein, pas forcément cette marque. Il y a des questions de réglementation, donc là honnêtement je ne sais pas comment il se situe par rapport à... Mais on a de plus en plus d'engins, on va dire, qui sont à cheval sur différentes catégories par rapport à celles qu'on connaissait avant. Oui, je pense que les choses vont évoluer, même au niveau de la réglementation. Voilà, je regardais l'encombrement, c'est sûr que sur des aménagements cyclables, ça m'a. Voilà. Oui, c'est à la fois séduisant effectivement en termes de consommation d'espace public, parce qu'en fait c'est une des problématiques, hein, c'est qu'on a un espace public qui est surtout en milieu urbain qui est rare et donc précieux. Voilà, c'est vrai que c'est un véhicule qui reste quand même une apparence encore très carrossé, très carrossé. Voilà. Nicolas Lemley, votre réaction vis-à-vis de cet étrange véhicule? Le produit aujourd'hui peut paraître l'innovation de temps en temps pousse les ventes. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations dans plein de domaines différents et l'innovation de ce côté-là, j'allais dire, mettra probablement du temps à impacter le client. J'allais dire, aujourd'hui, on regarde des phénomènes allemands où l'innovation va peut-être être plus sur adapter un vélo électrique a du confort et une vraie politique aujourd'hui d'utilisation du vélo. Il faut savoir qu'en France, quand vous parlez d'études posturales de vélo, on s'aperçoit que l'étude posturale de vélo en France est considérée comme un vélo, je veux dire, sportif, voire de professionnels. Alors que vous regardez dans la politique aujourd'hui allemande, dans leur façon de voir les choses, quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de se déplacer tous les jours pour aller au travail va passer au départ par une étude posturale pour pouvoir connaître le vélo qui va lui aller le mieux, parce qu'il sait que c'est le confort qui va primer à un moment donné sur l'usage. Et aujourd'hui, on a une culture sur le vélo, et là je sors de mon côté mobilité électrique, parce que j'ai poussé un peu plus la question là-dessus, et effectivement, on s'aperçoit que dans cette culture-là, au départ, les gens effectivement voient vraiment l'outil et vont aborder le vélo, pas forcément comme un trajet, mais comme un outil de confort, et vont le faire. Quand vous voyez une ville comme Fribourg, où là, voilà, il y a des sociétés qui se sont créées, qui font des études posturales du matin jusqu'au soir. En France, quand vous parlez de ça, ça n'existe pas. Et vous n'avez pas vraiment de société aujourd'hui qui vous propose d'aller sur un vélo confort pour pouvoir faire cette mobilité-là. Donc je pense que oui, effectivement, il y a un basculement aussi de l'ensemble des gens qui vont utiliser ces mobilités-là demain pour le vélo, pour l'usage. Mais il y a vraiment beaucoup j'allais dire, de lobbying à faire pour comprendre que le vélo n'est pas forcément qu'un usage difficile, quoi.
Virginie Guéguen, vous êtes à la tête de l'ICBT, que vous allez nous présenter, mais vous avez aussi décroché un label qui est complexe, qui est rare, qui est le label ProVélo, et on aborde quelque chose qui est très important. On a beaucoup parlé ce matin dans la conférence d'ouverture ZFE, écomobilité et entreprise, et on va aborder maintenant quel est le rapport des entreprises, et pas seulement pour les déplacements de tout à chacun, avec le vélo. Donc, qu'est-ce que c'est l'ICBT, qu'est-ce que c'est le label ProVélo, et quelle a été quelle était votre motivation et quelle a été la procédure pour obtenir ce label? Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que je crois que vous êtes le premier à Lyon, en Rhône-Alpes. Premier à Lyon, oui. Alors en fait, on est un laboratoire de recherche du CNRS, donc du Centre national de la recherche scientifique, et donc on est un organisme public. Et le CNRS s'engage de plus en plus dans une recherche durable. Et l'un des axes de progrès, c'est la mobilité domicile-travail. Et donc nous, dans ce cadre-là, on s'est engagé dans une démarche employeur pro-vélo, c'est-à-dire qu'on a essayé de répondre à différents critères afin d'obtenir un label qu'on a obtenu il y a effectivement un mois, la médaille d'or. C'est tout récent. C'est tout récent. Et pourquoi vous avez eu cette envie? Alors, c'était vraiment pour promouvoir l'usage du vélo des collaborateurs, mais aussi... Mais ce label, il labellise une volonté de développer le vélo ou un développement déjà actif? Ah non, il faut mettre pas mal d'actions en œuvre pour pouvoir obtenir ce label. C'est quoi les critères? Alors, il y a des critères de pilotage du développement du vélo et de la communication auprès des employés. Il y a un aspect sécurité, avec fournir aux employés un kit de sécurité afin de circuler en toute sécurité à vélo. Des actions de formation et d'ateliers de réparation de vélo. De pouvoir aussi montrer qu'on a tout ce qui est stationnement pour les vélos dans le bâtiment. Voilà, il y a pas mal de critères obligatoires, des critères plus facultatifs de communication auprès de la mobilité vélo et de toutes les pistes cyclables qui peuvent être utilisées autour du lieu de travail. Voilà. Est-ce que vous pensez faire école dans votre quartier de Gerland? Oui, parce Est-ce qu'en que fait, vous avez déjà eu des demandes en disant comment vous avez fait? En fait, on appartient au club des entreprises du 7e arrondissement de Lyon. Et donc, qui est partenaire de cet événement, parce voilà, que justement, vous aviez envie de promouvoir l'écomobilité et qu'on s'est associé pour aussi pouvoir faire essayer des voitures en vrai et pas seulement en parler. Voilà, donc et des vélos. Il y a une centaine d'entreprises, ça correspond à 25 000 employés dans ce club Lyon 7, le CLE 7, et il y a déjà une quinzaine d'entreprises qui sont engagées dans ce label ProVélo. Donc on est les premiers labellisés, après l'audit, un qui est en cours d'audit et une qui va bientôt être labellisée aussi. Donc voilà, ça se développe très vite. Fabien Magnon, c'est un phénomène que vous mesurez, que vous aidez, que vous accompagnez, les labels ProVélo? Oui, enfin, on en fait la promotion. La métropole elle-même s'est lancée dans la démarche pour ses agents. Donc l'ICBT a été labellisé avant vous? Oui. Ils sont peut-être un peu plus petits aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, ce label ProVélo gagne encore à être connu. Par contre, ce qui est important, c'est dans ces questions de mobilité, puis notamment de promotion de l'usage du vélo, mais pas que, c'est bien le rôle des entreprises. Il est absolument primordial. Voilà, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment effectivement, avec les clubs d'entreprise, et la métropole soutient ces entreprises, ou du moins ces clubs d'entreprise qui mettent en place des plans de mobilité, entreprise, voilà, ou des plans de mobilité entreprise communs, à partir du moment où elles se regroupent pour traiter de ces questions de mobilité en commun. Voilà, parce que ça permet, enfin, les employeurs ont un rôle prescripteur, ils ont un dialogue avec évidemment leurs salariés, ça permet de lancer toute une palette d'actions permettant d'induire des changements dans la pratique de mobilité de leurs salariés. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de renforcer sur le mandat, aussi parce que les entreprises ont tout intérêt à les développer, hein. Elles ont tout à y gagner, avec des salariés qui perdent moins de temps dans les déplacements, qui sont donc moins fatigués, moins stressés. Voilà, ça a été objectivé notamment sur la pratique du vélo. Les salariés qui se déplacent à vélo, il y a parmi eux moins d'absentéisme, ils sont moins d'absentéisme, ils sont plus opérationnels, plus rapidement et plus... voilà, donc toutes sortes d'avantages qui
qui intéresse directement les entreprises. Alors on va aborder un sujet aussi qui est important, qui est la vélogistique, c'est-à-dire la livraison à vélo. On parle parfois du dernier kilomètre. On a un acteur à côté de vous qui est tout en vélo, qui est un petit peu représentatif du développement de cette économie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en vélo, donc en vélo cargo? Beaucoup de choses, et beaucoup plus de choses que ce que pensent les gens. C'est un de nos gros enjeux, c'est de faire cette pédagogie, d'aller voir les professionnels et de leur dire que moi, avec ma remorque, je peux transporter 300 kilos de marchandises. Parce que globalement, le cliché, c'est de dire c'est pas demain que vous allez livrer des machines à laver ou des frigos à la Croix-Rousse, quoi. Alors le frigo, je ne l'ai pas fait à la Croix-Rousse, mais j'ai transporté un frigo et une grosse machine à jus la semaine dernière pour une autre entreprise qui s'appelle Baguette à Bicyclette. Un gros frigo professionnel sur ma remorque sans aucun problème. Donc le frigo facile, l'armoire normande facile, la table de ping-pong facile. Le piano, par contre, je ne fais pas. Trop fragile. Mais donc oui, l'enjeu, il est là. J'ai des collègues... Ça peut être lourd et encombrant déjà. Oui, on peut vraiment monter assez haut. Alors on ne va pas remplacer un 36 tonnes, mais par contre, on peut monter beaucoup plus haut que ce qu'imaginent la plupart des gens. Je discutais avec des confrères hier soir, Épilogue, eux me disent qu'ils font 450 kilos. Palette à l'avant, remorque à l'arrière, 450 kilos avec un vélo. Donc ça veut dire, là vous intervenez, il y a des semi-remorques sur des grandes distances ou des bateaux ou des trains, et puis c'est dispatché, et vous faites jusqu'à combien de kilomètres? Parce qu'on parle du dernier kilomètre, mais vous en faites peut-être plus. Oui, en général c'est plutôt les derniers kilomètres. Nous, notre zone d'action, ça va être Lyon-Villeurbanne. Sachant qu'il faut distinguer, je pense, deux sujets que la cyclo-logistique permet d'adresser. Il y a le dernier kilomètre, donc pour des donneurs d'ordre qui vont effectivement arriver en camion, en bateau, et ou à vélo, on va faire les derniers kilomètres. Généralement le moins possible, c'est là qu'on va être le plus rentable. Et il y a l'autre sujet qui est vraiment le circuit court, où là on va travailler pour des professionnels dont les flux partent de Lyon et arrivent à Lyon. Ça va être par exemple, l'exemple que je prends tout le temps, c'est on a de plus en plus d'entreprises de torréfaction à Lyon, donc des gens qui produisent du café à Lyon, qui le torréfient à Lyon, et qui livrent ensuite des cafés, des restaurants, des entreprises de bureaux, et qui aujourd'hui le font avec leur Kangoo, électrique ou pas d'ailleurs, qui perdent du temps dans les bouchons, qui ont des problématiques pour se stationner, et pour transporter des volumes qui se font très facilement à vélo. Donc on a tout cet enjeu de convaincre ces gens-là de faire appel à du vélo pour transporter leurs marchandises, soit en externalisant, en faisant appel à des professionnels comme Tout en Vélo et d'autres à Lyon, soit en internalisant mais en s'équipant de vélos cargo ou de vélos remorques. Alors la cyclo-logistique, comment on peut l'encourager, Fabien Magnon? C'est des places dans vos parkings. On vous accuse de vouloir remplacer, de réduire le nombre de places de voitures pour les remplacer par des places à vélo. Alors dans les parkings, on a effectivement côté Lyon Parc Auto, il y a actuellement 3 espaces de logistique urbaine, donc qui permettent notamment d'accueillir des vélos cargo. Donc la marchandise vient en camion et repart en vélo cargo. Après, dans les parkings, on est un peu limité par la configuration, parce qu'on a des niveaux qui sont assez bas. On a souvent 1m90 à 2 mètres. Il y a un autre sujet qui est l'hôtel de logistique urbaine. Tout à fait. Il faut nous en parler. J'allais y venir. On a un projet qui est en cours de réalisation. Donc l'hôtel de logistique urbaine à Gerland, qui est implanté à Gerland, pas loin de l'incinérateur. Donc là, c'est un espace extrêmement vaste. On a plus de 20 000 mètres carrés qui seront mis à disposition justement de cette logistique urbaine. Donc c'est vraiment une pièce majeure dans le futur système de logistique urbaine de la métropole de Lyon. On travaille actuellement un schéma directeur de la logistique urbaine, et on aura déjà une très belle réalisation en septembre 2023 dans ces eaux-là. On sera capable de le mettre en service avec ça donnera une nouvelle capacité sur le territoire d'aller au-delà en termes d'offres d'acteurs de la logistique urbaine. Vincent Monette, dans votre cluster, il y a beaucoup d'acteurs de la logistique, c'est quelque chose que vous voyez se développer aussi? Alors à la fois il y en a qui arrivent, parce qu'effectivement la question de la logistique urbaine ou de la vélo-logistique, quelque chose assez récent dans l'histoire de la logistique globalement. Et donc c'est plutôt de la transformation ou des personnes qui se posent la question. Effectivement, on parlait des ZFE ce matin, mais de se dire finalement comment j'arrive à mailler ma chaîne de logistique avec un assemblement d'acteurs
tout en réduisant effectivement ou en maîtrisant les coûts, ce qui était expliqué tout à l'heure. Donc l'idée c'est au sein du cluster de mettre en résonance ces acteurs-là, de leur permettre de se dire tiens je vais livrer à HLU, à l'hôtel logistique urbaine à Gerland, j'y accède par voie camion. Et derrière, effectivement, j'ai une partie de mon transfert de charge qui va dans le centre de Lyon ou sur Villeurbanne. Et là, je travaille avec les acteurs de la vélogistique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a des sujets d'expérimentation sur le territoire de la métropole de Lyon aussi, qui sont potentiellement en réflexion, parce que à travers la vélogistique, il faut aussi avoir une zone où on peut arriver, en tout cas stocker, parce qu'on n'est pas obligé de livrer toute la marchandise déposée à un seul endroit, mais on peut avoir un circuit, et donc il faut sécuriser l'espace aussi. Il faut pouvoir abriter les gens, recharger les vélos parfois. Bref, il faut réfléchir aussi à l'aménagement, au-delà de l'aménagement de flux de circulation, à l'aménagement de zones d'intervention et de zones de stockage, de zones de relais. Et puis, il y a toute une activité autour de la logistique à vélo qui sont représentées par les boîtes à vélo. Donc c'est le fleuriste, c'est le boulanger, on parlait à vélo à bicyclette, baguette à bicyclette, pardon. Et en fait, c'est tous ces acteurs-là qui utilisent le moyen de transport qu'est le vélo pour faire leur propre logistique. Ils sont en train de transformer leur Kangoo, leur autre véhicule, en cyclo-logistique. Et donc, pour mettre en résonance tous ces éléments-là, il faut effectivement créer des lieux, des points sur lesquels ils peuvent stocker, avoir des relais, pouvoir se réchauffer l'hiver, ainsi de suite, ainsi de suite. Autour de cette table ronde, on a la chance d'avoir des acteurs des collectivités locales et des chefs d'entreprise. Petit sondage, est-ce que vous avez déjà utilisé de la vélogistique pour livrer des objets, ou est-ce que vous y pensez dans vos activités respectives là, qui n'est pas urbain, donc c'est un petit peu différent, mais en tant qu'industriel qui a lancé un vélo et un véhicule intermédiaire, est-ce que c'est un développement auquel vous pensez, ou est-ce que en tant que chef d'entreprise utilisateur, consommateur, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Alors, en fait, sur la livraison de composants sur les lieux de production, nous on est quand même dans des zones relativement rurales où il n'y a pas aujourd'hui d'entreprise qui opère avec des vélos cargo. Maintenant, on parle beaucoup d'électrification de la flotte, ou en tout cas d'avoir des normes qui soient respectées par les transporteurs. Après, il y a la phase plutôt de livraison du produit en ville, où là, la question se pose de pouvoir livrer les produits auprès des consommateurs qui sont dans les grandes villes, avec des modes alternatifs et pas simplement de la livraison par camion. Ouais. Jérôme Mortal, j'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas forcément l'intention de fabriquer que des vélos. Donc vous n'avez pas dit quoi. Est-ce que vous pourriez aller un jour vers les vélos cargo? Est-ce que vos vélos sont livrés en vélo cargo ou pourraient l'être? Alors, ouais, je réponds d'abord à la première question. Est-ce qu'on l'utilise? J'aurais tendance à dire on ne choisit pas. On ne choisit pas, mais par contre, oui, on l'utilise parce qu'aujourd'hui, on voit des colis DHL qui arrivent en vélo, on voit des colis Amazon qui arrivent en vélo, on ne prédit pas, mais donc quelque part, oui, on s'y met indirectement. Nous, on a la chance d'être sur la zone de Paris-Lille, qui est très très bien desservie, où les vélos arrivent assez vite à nous. Et nous, par ailleurs, nous-mêmes, nos employés peuvent très vite, utilisent beaucoup le vélo et rentrer très vite dans Lyon. Ça veut dire que sans être en centre-ville, on peut... Ouais, non, on est déjà des gros consommateurs des pistes cyclables et des voies lyonnaises, là. Donc ça, c'est clair, c'est quelque chose auquel on adhère. Après, pour répondre à la deuxième question, sans répéter exactement ce que fait notre compétiteur avec qui on a une très bonne relation, on est tous dans la même problématique, c'est-à-dire on a une problématique de dire finalement on n'adresse pas, on n'est pas en train de faire des voitures, on n'est pas en train de faire des vélos, on est en train d'adresser des problématiques de mobilité. Donc en fait, effectivement, on se pose des questions tous les jours et on essaie de voir quels sont les objets que finalement ces gros dinosaures qui sont les fabricants automobiles aujourd'hui n'arrivent plus à faire parce que dans leur processus de décision, finalement, ce qu'on voit, moi j'ai passé 35 ans chez les fabricants automobiles du monde entier. Je ne vais pas les citer là rapidement, mais si vous regardez mon CV, vous allez vite voir qu'il y en a 5-6 très gros. En fait, c'est des dinosaures. Ils ont des processus de décision qui sont tellement lourds qu'ils n'y arrivent plus. Donc en fait, nous, start-up, on a un vrai
un vrai coup à jouer. Chacun répond à des besoins différents. Parce qu'on est capable, en moins de 18 mois, de développer des produits dans ces législations dont parlait tout à l'heure Arthur, le VAE, le L1E, le L6, le L7, on est capable de développer des produits qui répondent parfaitement à la législation, mais qui répondent à des besoins clients. Je vais vous donner un exemple très simple sur lequel on travaille. C'est vous êtes mère de famille, vous avez un enfant qui a moins de 2 ans, vous avez besoin d'aller dans une ZFE faire vos courses et rentrer à la maison avec votre caddie plein. Dites-moi ce que vous prenez comme véhicule. Le tramway, vous oubliez. Hein. Le caddie plein, il va falloir s'accrocher. Le vélo, vous oubliez. Le cargo, ça peut être une option. Mais c'est quand même pas l'idéal quand on est une petite maman avec un enfant en bas âge et qu'on veut la sécurité. D'ailleurs, eux-mêmes disent que pour conduire des vélos cargo chargés, il faut une petite formation. Moi, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais chez Valeo, puisque j'étais le patron de la mobilité chez Valeo. Hein. Je suis le papa de l'entité qui s'appelle Petite Mobilité chez Valeo, qui est devenue un pilier stratégique de l'entreprise. J'ai passé beaucoup de temps à écouter des gens qui font de la vélo logistique, y compris des très gros industriels qui en vivent. Hein, on ne va pas les citer, mais un gros champion du monde de la livraison à domicile du colis. J'ai passé beaucoup de temps avec leur flotte, à questionner, à rouler avec les gens qui font du cargo tous les jours, soit des gens qui font du porte-à-porte, soit des gens qui font des déplacements de jusqu'à 120 km/jour en vélo. On voit bien que c'est sport, hein, c'est un vrai sport. Faire une marche arrière quand vous avez 300 kg de remorque, il nous dit que c'est facile, il nous dit que c'est faisable. Moi, j'invite une mère de famille avec son enfant à le faire. Hein. C'est pas un exercice. Donc, il faut qu'on invente des objets, il faut qu'on adresse ça, il faut qu'on continue à être créatif. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer sur la créativité. Il faut qu'on amène des solutions. Certaines vont mourir, hein, certaines vont finir dans des musées, mais je pense que certaines vont trouver leur place. Et là, j'en vois un petit clin d'œil à Fabien, là, mais c'est intéressant. Par exemple, moi, je me balade beaucoup dans toute l'Europe et je veux beaucoup voir ce qui se passe dans d'autres pays. Mais c'est très intéressant de voir, par exemple, à Amsterdam, cohabiter des L6E, des vélos, c'est quoi pour petits véhicules sans permis, donc Ligier, Exam, la future voiture d'Arthur, bagnole, qui cohabitent avec des cargos et des vélos sur les mêmes pistes. Et donc, du coup, on a des voies, des réseaux, parce qu'on ne peut pas parler produits sans parler infrastructure, mais on a des infrastructures qui se sont développées, des voies qui sont développées en parallèle du canal historique qui sont les voitures, et ces voies sont devenues presque prioritaires sur les voies voitures dans certaines villes. C'est-à-dire que la voie voiture, je vous donne un exemple que vous avez tous vécu si vous faites du vélo. Moi, je fais du vélo de route en amateur et je fais du vélo urbain. Est-ce que vous pensez que c'est... Et la voiture lyonnaise répond à ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal que quand on croise une route, c'est nous, vélos, qui devons monter le trottoir et descendre le trottoir, et la voiture qui doit croiser un boulevard? Parce que la voiture, elle n'a pas d'interruption, elle. Donc, il y a deux paramètres derrière ça. Et le premier, c'est le danger, parce qu'elle n'a pas d'interruption. Donc, quelque part, elle ne va pas ralentir, et les chances qu'elle vous interfère ou qu'elle vous bouscule sont très élevées. Et vous, qui avez un vélo sur lequel vous avez potentiellement votre enfant, vous avez un trottoir à monter, un trottoir à redescendre. Donc la voie lyonnaise, elle répond tout à fait à ça, c'est-à-dire qu'on met la priorité sur cette voie et les autres utilisateurs qui ont des gros engins dangereux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs sensibilisés aux risques qu'ils font courir aux cyclistes, et ben on les impose un peu, on leur demande de ralentir, on leur demande de faire attention à l'environnement, etc. Et on essaye tous de cohabiter. Hein, l'idée, hein, c'est pas de dire on donne tout la place à l'eau vélo, mais c'est comment on cohabite de façon un peu plus intelligente. C'est une question sur laquelle on terminera la table ronde, c'est la cohabitation et le partage de l'espace. Vous partagez le diagnostic de Jérôme Mortal, Nicolas Léemlé? Alors aujourd'hui, sur la mobilité de roues motorisée qui va rouler jusqu'à 45 km/h, hein, ce qui est le L1, oui, tout à fait. On a aujourd'hui cette possibilité de pouvoir... ce qui serait bien, c'est que les clients puissent, les personnes qui utilisent ça, puissent rouler avec ce type de véhicule d'une manière un peu plus sécurisante. C'est un des gros freins de l'utilisation aujourd'hui des véhicules. Il y a une loi qui est sortie en novembre 2021 qui permet aux 2 roues motorisées de pouvoir électriques de rouler sur les voies de bus. Aujourd'hui, c'est pas utilisé, même les forces de l'ordre ne le savent pas. Voilà, on arrive à partager. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire que du vélo, que de la moto, que de la voiture. C'est de partager le plus possible ces espaces entre tous les moyens de circulation que l'on a. Il est clair qu'aujourd'hui, on est à chaque fois sécurisé. Moi, je suis venu hier au soir, une voiture m'a arraché le clignotant de ma moto. Je suis passé à 1 millimètre près et j'ai enlevé une jambe parce qu'effectivement, sinon, elle m'a arraché une jambe. Oui, c'est très délicat et si on n'est pas très habitué à rouler avec, on est tous les jours dans une situation un peu de danger. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, ceux qui n'ont pas de carrosserie, c'est les vélos cargo et là, on doit être très, très vigilant. Virginie Guéhen, la sécurité, ça remonte à travers les questionnements de vos salariés quand vous voulez leur suggérer de changer de mobilité?
C'est la première raison pour laquelle ils ne viennent pas à vélo, c'est les pistes cyclables non sécurisées entre les villes limitrophes de Lyon et la métropole. Témoignage dans un environnement différent, d'habitat plus dispersé. Est-ce que cette évolution de mobilité s'opère et quelles sont les résistances au-delà des difficultés de distance, hein? Alors dans les zones rurales, c'est essentiellement des problématiques d'infrastructure, c'est-à-dire que, alors ça se développe de plus en plus, mais il y a encore un gros manque au niveau des pistes cyclables. Et puis on a aussi des distances qui sont parcourues par les salariés qui sont quelquefois assez importantes. On peut parler de 25-30 km par jour, ce qui peut être relativement long en vélo. Donc c'est vrai que nous on est sur des territoires où c'est plutôt le tout voiture qui règne. Je pense que la problématique de mobilité est totalement différente en ville et dans les plus petites villes. Les problématiques ne sont pas les mêmes, même d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'en ville, on a toujours de l'éclairage. Quand on est en zone un peu plus rurale, on a aussi beaucoup de routes qui ne sont pas éclairées. Et où quand on se retrouve en vélo en hiver et qu'il fait nuit très tôt, il y a des problématiques de sécurité qui peuvent aussi se poser. Fabien Magnon, sur ce problématique de partage de l'espace, parfois on voit des automobilistes critiquer le comportement un peu anarchique des deux roues et en même temps du côté des deux roues, on a souvent peur. Donc vous qui êtes chargé d'avoir une vision globale en tant qu'élu, comment vous pensez résoudre ça pour les années à venir? Ce sera un petit peu le mot de la fin parce qu'il y a une problématique quand même cruciale parce que si on parle de transition énergétique, mais si on risque pour sa vie, c'est un autre questionnement que décarboner les modes de transport. Alors oui, effectivement, cette question du partage de l'espace public est vraiment au cœur de ma définition. On le voit, hein, les mobilités se sont diversifiées, du coup elles se sont aussi complexifiées. Ce partage de l'espace public est plus complexe et on a un niveau de tension particulièrement élevé actuellement à Lyon, mais dans la métropole, dans d'autres métropoles françaises. Et au-delà de créer les infrastructures, ce qui est en cours et ce qui permet de mieux sécuriser les usages émergents, notamment le vélo, également la trottinette, il y a une question d'agir sur les comportements. Et là, c'est beaucoup plus difficile, hein. Ça va passer par de la communication. La commande politique a été passée assez rapidement quand on est arrivé aux responsabilités. On aura des concrétisations sur des campagnes de communication dès 2023 pour inciter nos concitoyens à s'inscrire dans un autre rapport à l'autre quand ils se déplacent. Plus tolérer l'autre usager de la voirie avec lequel il est obligé de partager, hein, parce que même si on sépare les modes à certains endroits, il y a des endroits où on est forcément où on mixe ces mobilités. Plus de respect de l'autre et j'espère qu'un jour on ira même vers de la courtoisie. Il y a un vrai sujet. On est obnubilés un petit peu tous quand on se déplace pour aller au travail, mais pas que, hein, par une volonté de performance, d'aller vite. On est souvent, ça génère beaucoup de stress, ça génère aussi de l'agressivité, mais on peut aussi choisir de s'inscrire dans une autre logique, de respecter les autres usagers, voire même, comme je disais, d'être courtois avec eux, et on s'y retrouve, hein, parce que globalement, dès lors qu'on cède bien ostensiblement la sécurité, on a en retour des remerciements, on a en retour des sourires, et ça apporte un peu plus de satisfaction d'être le premier à être arrivé au travail en ayant grillé la priorité de tout le monde. Voilà. Donc c'est aussi des travaux, on va essayer de le mettre en images, hein, et en mots dans des campagnes de communication. Il y a un vrai sujet très sociétal, hein, très sociétal, donc complexe. S'inscrire dans une autre logique dans son déplacement, et puis on peut rêver, si ça fonctionnait, pourquoi pas, de s'inscrire dans une autre logique dans son rapport à l'autre en société. Mais là, c'est merci Fabien Magnon, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde, y compris Aurore Comte, qui a dû nous quitter pour des raisons d'emploi du temps. On a switché avec Benoît Kiefer tout en vélo, pas seulement pour des raisons de partage de l'espace sur la table ronde, mais aussi d'emploi du temps. On vous remercie d'avoir balayé toutes ces nouvelles mobilités, parce qu'on se rend bien compte
qu'on est dans une phase un petit peu d'hybridation, de mutation, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure.